le 5, le 11, le 13, le 24, 26 et 32. Voilà, j'habite Saint-Gilles depuis 34 ans. La prison existait évidemment puisqu'elle existe depuis 1840 ou 60. Ici, nous sommes à l'arrière de la prison de Saint-Gilles. C'est un plan en étoile, en 5 branches, qui permettait au XIXe siècle de surveiller une rangée de cellules. Il y a à l'arrière la prison de Forêt et encore à l'arrière, rue Berkendal, il y a la prison des femmes. L'ensemble des 3 prisons couvre à peu près 10 hectares, donc c'est assez énorme, important. Donc ça fait vraiment un quartier qui est entièrement environné d'habitations très proches. Donc les habitants ont quasiment le nez sur les cours de promenade, sur les cellules. Évidemment, les cellules sont vétustes, la plupart en tout cas, même s'il y a eu une rénovation. Et ça s'entend très fort dans les difficultés, le malaise des prisonniers en été, parce qu'ils ont trop chaud et donc parfois certains hurlent le soir particulièrement. C'est pas fini, on peut encore parler des familles qui font la queue devant la porte de la prison, parfois très longtemps, avant d'être admises à rentrer. Et il n'y a pas de siège, il n'y a pas de banc. Je peux vous dire que sur 34 ans, j'ai assisté à des choses drôles, mais parfois aussi un peu tragiques. Il y a eu un incendie, il y a eu plusieurs évasions. On est gêné par évidemment les retombées collatérales de ce genre de situation où les sirènes interviennent, des patrouilles de police circulent dans la rue et hurlent dans leur voiture, avancez, etc. Donc on a parfois l'impression d'être en état de siège. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. 229, 230. Donc voilà, tout ça me fait dire que cette prison, je ne pense pas être la seule à le dire, n'a plus sa place ici. 122, 123, 124. Toujours par rapport à ce micro et cet appel pour qu'il rentre à la fin de la promenade, il m'est arrivé plusieurs fois de téléphoner à la prison en demandant de baisser le son du micro parce que mes enfants étudiaient, étaient en examen. Donc il y a 4 promenades par jour, donc c'était vraiment pénible. Eh bien, jamais, jamais, il n'y a eu de suite. Jamais. Quelque part, c'est nous qui sommes tolérés ici. On a un peu, parfois, cette impression que c'est le ministère de la Justice qui est installé là, au milieu d'un quartier, et qui fixe les normes pour les habitants. Oui, j'ai une proximité de fait. Il y a une certaine, comment dire, compassion parfois par rapport aux conditions de vie dans lesquelles ils sont. Quand nous les entendons se plaindre ou crier, on peut comprendre et se dire, bon ben nous on a au moins la chance d'être dehors, oui c'est très désagréable, mais enfin bon voilà. Alors il y a ceux qui disent, bah ils ont bien cherché, ils l'ont cherché, donc ne les plaignons pas. Non, je pense qu'effectivement le fait de fréquenter de près, enfin de voir, parce qu'on ne les fréquente pas, de voir de près, ça change un petit peu peut-être le regard. C'est vrai que, en fait, ce ne sont pas des inconnus, ce sont des voisins. Et ça, c'est vrai, voilà, ce sont finalement devenus des voisins. C'est un voisinage avec lequel on ne peut pas avoir des rapports normaux. C'est un voisinage. « 221, 222, 222. Alors, projet de déménagement des prisons. Ben, en fait, si je réfléchis bien, ça fait très longtemps qu'on entend parler d'un projet de déménagement des prisons. Je ne sais même plus à quand ça remonte. Et je dois dire qu'on avait un petit peu perdu ça de vue ou complètement baissé les bras. Au premier abord, on est très content qu'enfin ce projet se mette sur pied. C'est un projet
assez gigantesque. J'imagine que le déménagement ne se fera pas en une fois. Et donc voilà, on doit s'apprêter à avoir des bouleversements ici dans le quartier pendant une dizaine d'années. Jusqu'à présent, on ne nous demande pas notre avis pour savoir ce qu'on fera en lieu et place de cette prison. D'ores et déjà, les habitants n'ont pas envie d'avoir des immeubles très hauts ni d'avoir des bureaux. Comme je vous ai dit, l'habitat est dense à Saint-Gilles, effectivement, mais on manque cruellement de logements sociaux et de logements moyens. Alors certains sont contre le déménagement de la prison, pour la prison en ville, au nom du fait que ça facilite la visite des familles aux détenus. Bah, oui et non. Cet aspect-là, bon, je vous ai déjà parlé des conditions dans lesquelles ils doivent visiter leurs parents, hein, qui sont vraiment pas très, très agréables, qui sont humiliantes. C'est vraiment humiliant. Ils pourraient très bien mettre des bancs, ils ne l'ont pas fait. Donc il y a là une volonté, à mon avis, de les faire patienter debout, de les humilier. C'est vraiment pas correct à notre époque de traiter les gens ainsi. Les parents des prisonniers ne sont pas co-responsables des délits commis par les détenus. Et l'autre aspect, c'est que les familles, eh bien, on peut très bien imaginer des navettes. Donc c'est la Régie des bâtiments fédérale qui a été chargée de trouver un endroit. Donc ils nous ont dit avoir étudié beaucoup de terrain. En gros, j'ai connaissance qu'ils ont même été jusqu'à voir dans la forêt de Soigne de pouvoir implanter la prison. Et ils sont finalement arrivés ici. J'imagine que pour la forêt de Soigne, il y avait beaucoup plus de personnes, même des instances légales qui devaient protéger l'endroit. Et éventuellement, c'est aussi proche de meilleurs quartiers. Et donc, il y a eu deux choses. Le fait que ici, cette zone-ci était utilisée, mais méconnue de toutes les instances qui sont censées représenter cet endroit et la région et la ville. Et deuxièmement, qu'il y a eu différents projets sur cette zone-ci qui est fort encombré par la pollution, mais aussi par la pollution sonore des avions, des trains. On est vraiment enclavé ici, soit par les axes routiers, soit par des lignes de chemin de fer et survolé par les avions. Et du coup, tout ce qui est logement, même industrie, c'est jamais développé comme certains l'auraient voulu. Et donc, ici, et comme il n'y a personne qui a demandé jusqu'à présent qu'on y fasse vraiment, qu'on protège la zone naturelle, ils se sont dit, voilà, c'est en fonction de l'endroit où on voit la zone, elle peut paraître laide. Et surtout que maintenant, ils s'accordent pour l'enlaidir encore plus, maintenant que c'est tout à fait à l'abandon. Et donc, ces terrains pas chers faisaient une cible idéale pour abriter une infrastructure que personne ne voulait de plus ici à Aaren. Donc ils ont acheté les terrains de l'ensemble de cette zone verte pour installer la plus grande prison de Belgique. Donc on a l'impression que comme on a des grands terrains ici, il n'y a pas beaucoup de personnes, qu'on veut installer tout ce qu'il y a de plus grand. Il y a des gens qui ont des visions de mégalomanie sans penser qu'ici il y a des gens et qu'il y a un équilibre fragile qui se repose là-dessus. Et donc on est assez... je suis furieux d'avoir appris comme ça par hasard que cette prison prenait l'ensemble des terrains sur lesquels on jouait. On savait bien sûr qu'il y avait une prison qui viendrait et on nous avait informé que ce serait dans le bas, le long du Bois-la-Haulu, sur des anciennes usines qui devaient être dépolluées.
a déjà ici à Aaren énormément d'infrastructures qui ne sont pas utiles pour les Aarenois et surtout inaccessibles pour ne fût-ce que traverser ou ne fût-ce que s'y balader. Donc on a Infrabel qui prend un tiers de la surface de Aaren, je ne sais pas vraiment, mais donc tout le côté ouest de Aaren est infranchissable et inaccessible. Il y a la STIB qui nous force à avoir juste un couloir vers la ville. Donc il y a aussi un grand espace qui a pris d'ailleurs dans les années 70 le plus joli espace, le Noendel, qui était aussi là, un espace de jeu encore plus proche du village. Ça a disparu. Du côté est, on a l'OTAN, on a des petites industries, on a l'espace du champ de voyage, on a des lignes de chemin de fer qui rendent la traversée difficile et encore qui permet pas d'ajouter des voisins, de la population qui pourrait faire venir des services. Et alors ici, du côté nord-est de Aaren, on a un cheminement vers Diegem. On a des commerces à Diegem, beaucoup plus que ce qu'on a. On a un marché à Diegem, on a la foire à Diegem. On a des avions qui viennent de Diegem. Au niveau... Et donc maintenant, cette prison qu'ils veulent installer ici détourne le sentier, donc encore plus compliqué de rejoindre Diegem, malgré le fait que ce chemin a toujours existé et qu'on peut retourner au 19e siècle, il y avait ce chemin qui était là. Et donc là, vraiment, on dit pour le moment, cette prison a mal été pensée, donc on est d'accord, comme on avait dit au départ, d'une petite prison, 300, mais pas une méga prison de 1200 détenus où il n'y a aucune solution mobilité, où on asphyxie à moyen terme notre village et où il n'y a pas le début d'une solution par rapport à tout ça. J'ai commencé à travailler comme directeur de prison en novembre 1999 et j'ai démarré à la prison de Mons où je suis restée pendant 2 ans. Puis je suis partie en mars 2001 à la prison de Namur où après 6 mois j'ai commencé à exercer les fonctions de chef d'établissement et je suis détachée ici à la prison d'Ytre qui a donc la particularité d'être une maison de peine pour des condamnés à des longues peines. J'y suis depuis novembre 2010. Il était question à un moment donné dans les projets de master plan de créer une nouvelle prison à la prison de Marche, prison maintenant qui a été construite puisqu'elle est censée accueillir les premiers nouveaux détenus à partir du mois de novembre de cette année. Il était question à cette époque-là de fermer la prison de Namur, de Huy et de Dinan. Alors très clairement à ce moment-là j'avais pris la position de poser la question de savoir mais pourquoi ne pas plutôt rénover et opter pour l'option de la rénovation de la prison parce qu'une prison en ville a toute une série d'avantages et plus particulièrement la prison de Namur, mais il y en a d'autres, comme la prison de Mons également. Alors, premier avantage évidemment, c'est qu'il y a la possibilité des transports en commun, ce qui est beaucoup plus facile tant pour les membres du personnel mais aussi pour les familles des détenus pour venir à la visite. Or, le contact humain et le lien social doit être maintenu à tout prix, ce n'est pas la détention qui doit provoquer une rupture à ce niveau-là. Ça permettait d'avoir aussi un tissu associatif qui pouvait participer au projet de réinsertion, de soutien
soutien à la détention beaucoup plus facile, puisqu'on avait le réseau namurois qui existait à ce niveau-là, mais même en termes de coûts, puisque le palais de justice et les comparutions, les chambres du conseil se trouvaient seulement à 500 mètres de la prison. Ça permettait en termes de coûts de temps policier ou de charroi d'avoir une diminution à ce niveau-là. En outre, il faut savoir qu'une des positions que j'avais aussi à l'époque, c'était de dire que la prison de Namur avait quand même l'avantage d'être une prison que je vais appeler à taille humaine. Fermer plusieurs petits établissements avec l'avantage d'une structure un peu plus familiale, ou en tout cas les relations humaines sont extrêmement développées étant donné que tout le monde connaît tout le monde, risquait évidemment d'être perdu dans une structure beaucoup plus importante de 300 voire 400 places, où là il devient plus difficile pour le directeur et de connaître tous ses membres du personnel et leur situation personnelle, mais également de connaître tous les détenus et leur situation de détention. Évidemment, le projet de Harren, qui est un projet d'une super prison, mais tous les intervenants disent très très clairement que des structures de plus petite taille, de type pavillonnaire, est évidemment beaucoup plus intéressantes en termes de gestion de détention. Mais le problème, c'est que ça a un coût. Ça a un coût financier en termes de construction, mais ça a un coût humain aussi dans le quotidien. Or, je pense fondamentalement que la création de ce type de big structure est principalement liée à des raisons budgétaires. Alors bon, c'est une priorité qui est fixée, qu'on peut comprendre qu'elle soit mise en avant dans les situations qu'on connaît à l'heure actuelle, mais qui va évidemment avoir des conséquences au niveau de la gestion de ce type de population. Maintenant, si on arrive sur le terrain à pouvoir créer des entités particulières, des unités de vie avec des régimes différentiels pouvant permettre une progressivité du régime, ce que j'espère, on pourra évidemment essayer de rencontrer au minimum, jamais au maximum, le type de dérive que ça peut apporter. Ce n'est pas par hasard qu'on se trouve en surpopulation pénitentiaire. C'est pas par hasard, on sait très très bien que lorsque la société vit des problèmes de type socio-économique relativement graves, des taux de chômage, des problèmes de discrimination, des problèmes d'intégration sociale multiple, des problèmes d'exclusion, la population carcérale a de tout temps, depuis que la prison existe, augmenté. Donc très très clairement, je pense que ce sont des choix de société qu'il y a à poser. Ce sont des choix de société qu'il y a à poser et qu'il convient d'arrêter, de demander aussi à la justice et à la prison, d'un coup de baguette magique, résoudre tous les problèmes sociaux qu'on peut avoir des personnes qui se retrouvent en prison. On doit les éduquer, les former, les soigner, tout ça. Si ça arrive chez nous, c'est que tous les mécanismes en amont n'ont pas fonctionné. Et c'est évidemment sur ces mécanismes beaucoup plus préventifs et d'intégration sociale qu'il faut travailler pour résoudre le problème de la surpopulation pénitentiaire. On a des fois l'impression que la prison fonctionne un petit peu comme la solution miracle magique, un emplâtre sur une jambe de bois, et en tout cas de pouvoir donner aux différents acteurs l'illusion que l'on fait quelque chose, alors que l'essentiel, on ne le fait pas. Moi, je trouve que la construction de nouvelles prisons, c'est une mauvaise réponse à la problématique à laquelle on est confronté. Comme vous avez dit, la vétusté des prisons. Oui, elles sont vétustes, mais est-ce que les prisons aseptiques, cliniques, comme ils le construisent aujourd'hui, et comme si c'est un projet à Rennes d'ailleurs, qui sera la prison la plus grande de la Belgique, une prison au-dessus de 1000 personnes, c'est invivable. Ça devient déjà une usine où les choses seront dépersonnalisées, on devient encore plus un numéro qu'ailleurs. Donc déjà ça, le nombre, ça ne peut pas passer. On a là affaire avec une situation qui, comme en France d'ailleurs, depuis le 1er janvier 2013, les autorités signalent le suicide de 21 détenus dans les nouvelles prisons. Pourquoi? Parce qu'il y a la solitude, il y a plus de contact humain, etc.
Donc il y a une tendance aussi à l'américaine d'éloigner les prisons des villes, de sortir donc Saint-Gilles, Forêt, Berkendal du centre de la ville. Ce qui avait beaucoup d'avantages, si je peux m'exprimer comme ça, c'est-à-dire, oui, les gens voient qu'il y a une présence de prison au sein de la société, au moins ils la voient. Deuxièmement, pour le contact avec la famille, c'est beaucoup plus facile, bien sûr. Je peux vous dire, j'étais à Lantin, prends le train à Liège, je prends après un bus jusqu'à Lantin, etc. Ça devient très, je veux dire, pour une visite d'1 heure, mais ça vous coûte une journée à la fin. Donc, un peu la même tendance ici à Bruxelles, on va les pousser vers l'extérieur de la ville, dans un coin, comme vous savez très bien comment Haren est vu au sein de Bruxelles. Et donc, ça exprime tout, malgré tous ces beaux mots qu'ils essayent de mettre autour. Donc, moi, je plaide pour que les prisons elles soient présentes au sein des villes, qu'on libère un nombre de gens qui n'ont plus leur place ou qui n'ont pas leur place au sein de ces prisons, c'est-à-dire les vieilles personnes, les malades, les gens qui sont internés qui n'ont pas leur place là. Ça, c'est une première chose. Et de l'autre côté, qu'on arrête en Belgique